Dernière table ronde de cet après-midi ici sur cet espace Sierra Food Forum au Sierra Lyon 2023, deuxième journée, une journée encore dense en activité, en visiteurs et ça fait plaisir à voir. On sent cette énergie palpable depuis ce matin et vous êtes également nombreux à venir assister à nos échanges, donc ce qui est très plaisant pour nous. Alimentation et territoire, c'est le thème de cette dernière table ronde de la journée avec trois intervenants que je vais vous demander d'accueillir. Jérémy Tienne, conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes, Mayada Abdar, présidente de la commission des arts culinaires d'Arabie Saoudite, et Alexander Cruz, stratégie d'affaires senior pour l'École B et cofondateur de l'École B. Je vous invite à vous asseoir. Un micro pour chacun. Mayada pour vous, Jérémy Tienne. Et voici pour vous, Alexander. Merci à vous trois d'être venus. Alors, on a un très joli, très jolie représentation internationale sur ce plateau. C'est la première fois, ça fait plaisir, parce qu'on a un représentant du Québec, une représentante de l'Arabie Saoudite et puis un représentant de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui accueille le Sierra. Donc c'est très intéressant. On va évoquer ensemble pendant 50 minutes ce lien entre territoire et alimentation. On va s'apercevoir avec vos expériences que de plus en plus on s'intéresse à ce qu'il y a autour de nous et on a parlé depuis hier, on a aussi évoqué le fait depuis ce matin de cette proximité, de ces circuits courts, de l'intérêt de travailler dans le local. On parlait tout à l'heure de la restauration collective. Bien là encore, quand il s'agit de sourcer des produits, on tente aujourd'hui de sourcer des produits locaux. On va donc écouter vos expériences et l'approche de vos régions respectives, de vos pays respectifs dans ce que vous faites vous. Avant toute chose, je vais vous laisser l'un après l'autre vous présenter, me dire ce que vous faites et présenter un petit peu vos fonctions. On commence par vous, Mayada. Bonjour tout le monde. Mayada, je suis le président de l'art culinaire commission en Arabie Saoudite. Et on fait tout le landscape de l'Arabie Saoudite. Alors, on fait pour les études. On va amener le cordon bleu en Arabie Saoudite. Il y a encore le Ferrandi qui va ouvrir aussi. Et on fait beaucoup de choses avec les producteurs, les fermiers et tout ça. On va parler plus. Oui, mais ça va être intéressant de découvrir parce que c'est vrai que je pense que beaucoup de gens comme moi ont peu idée des produits qu'on peut trouver en Arabie Saoudite. Donc je pense que ça va être très intéressant de pouvoir les découvrir avec vous. Jérémy Tienne, vous êtes conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est vrai que vous êtes donc dans la politique. Quelle est votre action, je dirais, quotidienne ou annuelle? Que faites-vous dans l'année dans la région? Oui, effectivement, merci. Je suis conseiller régional, mais je suis surtout le président d'une association qui s'appelle Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand et qui a l'originalité d'avoir dans son conseil d'administration l'ensemble des filières agroalimentaires de la région. Donc le lait, la viande, le vin, je vais oublier personne parce que sinon je vais les vexer, mais en tout cas l'ensemble des filières agroalimentaires, aussi les chambres consulaires. Et la région est le premier partenaire de cette association dont la mission est la promotion des produits et des savoir-faire de ces entreprises agroalimentaires, amont, aval, producteurs, transformateurs, équipementiers. Alexander Cruz, à vous de nous présenter l'École B et votre action. Que faites-vous? Bonjour, je m'appelle Alex, je viens du Québec et puis je suis associé et cofondateur d'un cabinet conseil spécialisé en marketing agroalimentaire. Et puis, on est spécialisé dans le développement de produits nordiques au Québec. On travaille avec des agriculteurs, des transformateurs et également des paliers gouvernementaux. Je vous demande de bien parler, parler le plus près du micro possible pour qu'on puisse bien vous entendre. Puisque vous avez la parole, je vais vous la laisser. On va commencer par vous, Alexander Cruz. Vous me disiez, quand je vous ai appelé pour préparer cet échange et votre venue à Lyon, que vous réfléchissiez donc à la création de produits, donc produire au Québec pour les Québécois.
Et vous m'avez parlé de 2-3 produits. Alors j'ai d'ailleurs échangé avec vos compatriotes que j'ai croisés hier sur ce même plateau qui ont reçu un prix pour de l'huile de cameline torréfiée. Et quand je leur ai parlé du mélilo, eh ben, ils ne savaient pas ce que c'était, figurez-vous. Donc j'étais assez fier de les surprendre et de leur dire qu'au Québec, moi je connaissais quelqu'un qui travaillait le mélilo. Donc voilà, je vous laisse un petit peu parler de ces actions-là qui illustrent dans un premier temps ce que nous allons nous dire. En fait, une de nos valeurs profondes, c'est de développer des produits qui sortent des sentiers battus. Et pour ce faire, il faut être très, très, très patient. Aujourd'hui, par exemple, on a collaboré à travailler sur un extrait de mélilo il y a 10 ans en arrière. Et puis, il y a 10 ans en arrière, on travaillait avec des chefs, on visitait beaucoup. En fait, grosso modo, le mélilo partait de notre idée, à savoir que si on va avoir des alimentations plus territorialisées, si on veut augmenter l'autonomie alimentaire. Mais grosso modo, quand on analyse ce qu'on mange et puis les productions, on peut les compter 80% de ce qui nourrit le monde, ça tient sur une main. Il y a 10 ingrédients. Au niveau des végétaux, on parle de 7-8 végétaux qui donnent les protéines pour 80% de ce qu'on mange. Et puis, on avait, en termes de développement de friches au niveau de l'agriculture au Québec, on a beaucoup de terres en friche. Et puis, dans les terres en friche, il y avait du mélilo. Et à l'intérieur du mélilo, on a ce qu'on appelle de la coumarine. Et de la coumarine, si on fait le lien, on le retrouve notamment dans la fève de tonka. Et la fève de tonka, bon, c'est ce côté-là de vanille et de noyaux et de pêche. Donc, on a voulu travailler à élaborer un type de produit en collaboration pour être capable de, non pas substituer nécessairement la vanille, mais d'être capable d'avoir un nouveau paradigme au niveau de l'utilisation de type de vanille. Et voilà, ça c'est un des projets auxquels on a, par exemple, voulu. Et l'ambition, elle est là, elle est quoi? C'est sûr que quand on regarde les enjeux contemporains, que ce soit au niveau des changements climatiques, au niveau de la mobilité durable, et inévitablement, les produits qu'on va manger, que nos enfants vont manger dans 20 ou dans 50 ans, nécessairement vont devoir être produits à très grande proximité. Donc, ça rentre dans ce côté-là. Jérémy Tienne, un mot sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et donc sur cette fonction de président Auvergne-Rhône-Alpes gourmande. Depuis quand existe donc cette association et depuis quand, je dirais, la région s'est mis réellement à valoriser ce patrimoine gastronomique et gourmand et donc tous ces acteurs? L'association existe depuis plus de 20 ans, elle a connu des évolutions, mais le point de départ, véritablement, c'est la volonté de Laurent Wauquiez de réinscrire la région comme institution dans les territoires. Et donc, ça s'est traduit par des politiques publiques d'aménagement du territoire, mais aussi par un volontarisme sur le plan du budget agricole extrêmement fort. Aujourd'hui, on est le premier budget agricole des régions. Donc, bien sûr, la structuration de plans de filières, de façon à accompagner l'ensemble des productions, soutenir les filières, les aider à se structurer, les accompagner vers aussi la qualité et la promotion. Pourquoi cette prise de conscience et pourquoi maintenant? On pourrait parler d'abord de souveraineté alimentaire. Je pense que c'est un objectif qui est extrêmement fort, qu'on doit partager d'ailleurs, je pense, avec les différents intervenants qui sont à nos côtés. Je pense que la question de la souveraineté alimentaire est une question essentielle aujourd'hui. Comment on se réapproprie dans nos territoires la question alimentaire et quelles sont les politiques publiques qu'on peut mettre en œuvre pour ça. Et on ne peut pas le faire seul, il faut le faire avec les professionnels. Et donc on est, nous, au cœur de notre mission avec cette association qui est au carrefour des politiques publiques et des politiques de filière des professionnels. Donc c'est la construction, la co-construction d'outils avec les professionnels de politiques publiques pour les accompagner vers la promotion des produits, pour augmenter la part du local dans l'assiette de l'alimentation générale de nos consommateurs, tout simplement. Mayada, j'ai envie de vous demander de nous parler un peu des différentes productions qu'on a en Arabie Saoudite. Avez-vous beaucoup de producteurs? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme produit? Bien sûr, mais avant, je vais demander qu'on goûte un peu le café saoudien. Alors, Okay. de la sud de l'Arabie Saoudite, on a des fermes de café. C'est très ancien, c'est des générations entre générations. Et en fait, on va goûter un peu les dattes aussi. Et on a à peu près 500 variétés de dattes en Arabie Saoudite.
d'excellente qualité, en fait. Et même comment les fermes, l'agriculture, c'est très avancé. Et il y a plein de produits qu'on peut goûter. On a aussi des produits au nord. On a beaucoup de l'huile d'olive en Arabie Saoudite, de très bonne qualité que les gens ne savaient pas. On a des grains qui s'appellent le samh, qui est un peu des grains, un peu comme le chia seeds, superfoods. C'est dans le désert. Les Bédouins, en fait, le prennent quand ça sèche au dessert. Et c'est des petites fleurs qu'on met dans l'eau et ça ouvre. Et les petits grains, ça descend. Et c'est très élevé en antioxydes et tout ça. C'est un peu le next superfood qu'on va voir aussi. Et maintenant, on goûte un peu le café saoudien. C'est du véritable café, c'est vrai, Oui, c'est des vrais grains de café. c'est Parce qu'il y a un parfum qui est très épicé, en fait. Alors- Ça sent presque la girofle. Alors, les Arabes et l'Arabie Saoudite, on aime les parfums beaucoup, avec tous les the trade routes du parfum, spice trade routes en Arabie Saoudite. Alors, ce café, c'est du région. C'est de région au milieu, et c'est avec du cardamone, du clove, de girofle, oui, et du safran. Et le café, on le fait ici, on le torréfie, we roast it, légère. Alors c'est un café blanc avec tous les saveurs. Ça se voit à la couleur et c'est vrai qu'on sent parfaitement les épices, on sent beaucoup la girofle, c'est vrai que c'est ce qui vient en premier au nez et après en bouche on a aussi, je dirais, le parfum de la cardamome. Oui. C'est déstabilisant parce que c'est vrai que c'est pas ce que l'on attend du café, mais c'est intéressant, c'est vrai qu'on parlait de culture. Alors il faut que vous nous expliquiez aussi, alors moi je suis un peu encombré avec le micro, le café, la date, mais Oui, vous nous avez dit qu'il y avait une culture donc, Oui, de dégustation. alors, vous mangez un peu de date, un peu de café. Et c'est en fait cet aller-retour du café et date le date, c'est le sucre, le naturel, le superfood. Et maintenant, je crois que tout le monde découvre. Et ça, c'est quelque chose qu'on savait longtemps en Arabie Saoudite. Et on a dans le pavillon, dans l'endroit où on a Arabie Saoudite, en Hall 1, vous pouvez goûter des vingtaines dates différentes. Et ça change avec le couleur, ça change avec le sucre. Et vraiment, on a des dates molasses, dates sucre, dates aussi pickled dates. Je ne sais pas en français, c'est quoi? Marinées. Plein d'autres produits. Mais vraiment, l'agriculture en Arabie Saoudite, il y a beaucoup. Mais tout le monde pense que c'est juste un dessert. Mais on a des montagnes, on a des wadis, on a des rivières, on a plein de choses à découvrir. Et c'est juste, on commence ici à Sira pour montrer l'Arabie Saoudite. On peut aussi faire un virtual tour, VR, des fermes du café. Et tu mets les goggles. Oui. Les lunettes pour... Oui, et tu peux voir les fermes et comment ça se passe. C'est très amusant parce qu'avec le biodiversity and sustainability, les fermes, en fait, du café, toujours, ils ont les plantes de café qui est pas très haut, mais après, ils mettent une autre plante qui est plus haut avec des fruits. Et c'est pour quand les oiseaux viennent, ils mangent le fruit les autres plantes, mais pas le café. Et c'est un peu un sustainability sans de pesticides. C'est ce que l'on appelle l'agroforesterie. Oui, on appelle ça comme ça, l'agroforesterie. C'est super à voir. Et on a aussi le miel. Le miel, on a notre miel est très très bonne. Et on a le miel, c'est comme pas un religieux, mais on a le miel pour l'hiver, pour le printemps, pour si tu as mal à la ventre, il y a un miel spécifique. C'est comme un médicament pour nous. Et c'était passé en génération en génération. Et maintenant, avec la commission, on a codifié 1250 recettes en Arabie Saoudite. Parce que nous, c'est une culture orale. Et on passait tout de poétrie. Alors, il y a des recettes qu'on a datées des poèmes. On savait cette poème, c'était dans 200 ans, c'est écrit. Alors, cette plat traditionnel, ça fait à peu près 200-300 ans. C'est très intéressant. Et on a 600 produits codifiés en Arabie Saoudite.
600 produits. 600 produits et les plupart sont des produits d'héritage, heritage ingredients. Patrimoniaux. Patrimoniaux. Merci Alexander. Non, parce qu'il faut préciser une chose, c'est que Mayana nous fait la gentillesse de parler français, mais ça n'est pas extrêmement facile pour elle. Elle serait beaucoup plus à l'aise en anglais, mais elle a accepté de faire beaucoup d'efforts pour parler français. Donc, on s'est promis de jouer le jeu. Voilà, et donc Alexander, qui lui parle parfaitement anglais, traduira éventuellement si besoin. Parce que c'est vrai qu'il y a parfois des mots qui viennent plus facilement en anglais. Donc, surtout, vraiment, vous avez raison, n'hésitez pas. On va faire notre possible, nous, pour se comprendre. On trouvera toujours des mots. C'est surprenant ce que vous nous dites sur 600 produits. Parce que je vais être très transparent avec vous, c'est vrai qu'on a cette caricature du pays où il fait très très chaud et on se dit comme il fait très très chaud, peu de choses doivent pousser. Et en fait c'est faux, c'est une erreur de penser ça. Oui, en fait on a des mangues dans le sud, des très très bons mangues et des bananes, beaucoup des figues, des pères. Grapes, des raisins, oui. C'est comme un... It's a French lesson for me today. Et aussi, on a beaucoup de produits. On a le riz. On mange beaucoup de riz chez nous parce qu'en fait, through the trade routes, du Chine jusqu'au l'Ouest, on a introduit le riz à Italie. Alors, c'est through Saudi Arabia. Ouais. Par l'Arabie Saoudite, on a introduit beaucoup d'ingrédients. Et dans le sud de l'Arabie Saoudite, Ha'el, on a des fermes de riz. Et le riz a changé. C'est rouge maintenant. Et ça a pris beaucoup de choses du terre, mais aussi parce que c'est chaud et on n'a pas beaucoup d'eau. C'est rouge, mais c'est très élevé en protéines. Alors, c'est 23% de protéines dans ce riz. Et c'est le plus cher riz au monde parce qu'on ne peut pas produire beaucoup. Et les Saoudiens aiment beaucoup ce riz et c'est très... it's very high in benefits, health benefits pour les gens. Ouais, c'est nutritionnellement très intéressant. Oui. Ouais, c'est des produits qui sont extrêmes. Est-ce que le fait que ce soit, je dirais, des productions un peu confidentielles fasse que vous n'exportiez pas beaucoup parce qu'on exporte peu, on ne trouve pas chez nous des bananes d'Arabie Saoudite ou des mangues d'Arabie Saoudite, elles ne viennent pas de chez vous? On a les plus grandes fermes de poissons dans la région en Arabie Saoudite. On a le sea bass, shrimp, les crevettes, plein de tailles et différents poissons. Et on exporte dans une trentaine de pays, mais on parle peu. Alors, la Commission veut parler plus des produits qu'on a et plus des produits d'héritage pour qu'on les préserve. Et on travaille avec Slow Fruits d'Italie pour préserver, pour apprendre aux producteurs comment ça se passe, ou apprendre aussi pour les chefs saoudiens, les chefs internationaux, de l'introduire aux producteurs aussi et faire le lien. Parce qu'il y a beaucoup de chefs internationaux qui viennent et après ils sont étonnés des produits qu'on a. On a des carottes mauves, on a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas et ils sont comme des enfants dans un endroit de bonbons en fait. Et ils ont venu beaucoup et ils ont apprécié toutes les dates. Il y avait chef Segdi Grelé qui est venu en Arabie Saoudite et il m'a dit j'aime pas du tout les dates. J'ai dit, mais vous n'avez pas goûté les dates de l'Arabie Saoudite? Il dit, non, mais j'aime pas les dates. Je vais pas faire quelque chose. Il est venu, il a goûté les dates. Il dit, non, j'aime les dates. Il a fait un dessert à Paris, comme un comme un date, en fait. Oui. Avec différentes dates. C'est sa grande signature, oui, de reproduire en fait les fruits. C'était incroyable. Et c'était bien pour nous pour voir ce que peuvent les autres faire avec nos produits, en fait. Ça nous étonne un peu, c'est bien. Non mais c'est vrai, ouais, c'est vrai que c'est bien de... Alors je vais revenir sur ce côté patrimonial, parce que vous, Alexander, vous avez aussi ce côté-là, hein, parce que vous m'avez parlé d'une noisette, d'une petite noisette dont je n'ai pas retenu le nom, mais voilà, qui fait partie de votre culture et que vous avez aussi remis en culture pour la développer et pour pouvoir la commercialiser. Oui, c'est un projet qui regroupait une centaine de producteurs, puis c'est encore d'actualité, où on regarde un peu vers l'avant, à savoir des fois, on cultive en fonction de l'immédiat, mais ça, c'est un projet qui va s'étaler sur 25 ans, sur 50 ans, là, avant d'avoir vraiment une vraie maturité.
très intéressant. Au Québec, on avait une petite noisette qu'on appelait la coudre, d'où on appelait les coudriers. C'est du vieux français, on s'entend quand même. Et puis, essentiellement, ce qu'on avait remarqué, c'était une culture qui est en perdition. Puis encore là, on essaie de voir, on appelle ça de la gestion restauratoire. Comment est-ce qu'on est capable de créer des perturbations ou de restaurer certains habitats autochtones, si on veut. C'est intéressant parce qu'on avait remarqué que la noisette, c'était toujours le long des champs, où est-ce qu'on divisait les champs entre voisins. Et finalement, après, on se rend compte que les premières personnes, en fait, qui ont pris cette noisette sauvage-là et qui l'ont plantée, bien, c'est des écureuils. Parce qu'on faisait des murs de pierre pour diviser les lots. Puis finalement, les écureuils allaient nécessairement emmagasiner toutes les noix. Et c'est pour ça qu'on avait beaucoup d'arbres à noix qui poussaient le long des murs. Puis tranquillement, pas vite, on se rend compte que les noisettes, bon, la production mondiale de noisettes, 80 c'est la Turquie. Ensuite, on a un peu aux États-Unis qui est 3 à 5 mais nous, on a une possibilité d'avoir des noisettes. On a une consommation de noisettes, mais développons la noisette parce qu'encore là, ce but-là, c'est de substituer des produits qui viennent de l'extérieur. Et si on est capable de les produire à l'intérieur, puis encore faut-il maintenant, dans un monde qui est de plus en plus mondialisé, entendons-nous, d'être capable de créer une culture, mais je crois que n'importe quelle nation devrait créer l'alimentation avant pour se nourrir elle-même et envoyer les surplus. Et non pas simplement de mettre tous les œufs dans le même panier, créer une culture, créer une offre et ensuite savoir d'être obligé de sortir pour une demande. Ah ben, Jérémy Etienne nous parlait de souveraineté alimentaire, on en est bien là et je pense que c'est aussi pour ça, vous nous parlez de Laurent Wauquiez qui a mis cet effort, ce budget, parce qu'il s'agit là d'argent. Parce que vous nous parlez de produits, mais on parle d'hommes aussi. Parce que ce sont des fermiers, ce sont des producteurs et c'est tout cela l'intérêt de cette action. Bien sûr, avant tout, ce sont des hommes et des femmes. Et ce sont les premiers aménageurs du territoire, ce sont eux, les agriculteurs, les paysans qui sont les premiers aménageurs du territoire. C'est pour ça qu'il faut les accompagner. Moi, je suis passionné par ce que j'entends. Et on est là au croisement de cultures gastronomiques, parfois qui nous sont totalement inconnues. C'est fantastique de pouvoir entendre ça, découvrir ces produits. Et on est tous aujourd'hui confrontés à ces questions de produits anciens. Je pense notamment au cépage Chatu, par exemple, qu'on a redécouvert en Ardèche et qu'on accompagne et qui aujourd'hui qu'on retrouve sur les tables. On a un travail à faire parce que c'est un patrimoine, c'est notre culture, ce sont des morceaux de nos civilisations. Il faut qu'on les préserve. Alors bien sûr, il y a cette question de développement économique, de faire des affaires, de faire en sorte que nos entreprises soient accompagnées, bien accompagnées, qu'elles se portent bien sur le marché national, local, à l'export, etc. Mais il y a aussi tout ce pan qui est quelque chose, on est bien au-delà de la nourriture, on est bien au-delà de la boisson, on est dans des morceaux de notre culture et de notre civilisation. D'ailleurs, je trouve ça très intéressant et ça fait sens qu'on en parle ici au Sierra Food Forum et sur Sierra Leone parce que c'est un croisement de chefs. Vous vous dites, on fait des affaires, on vient pour se rencontrer, pour échanger, pour faire connaître ses produits. Mais je pense aussi à ces chefs qui sont là aujourd'hui et qui sont des passeurs, qui sont des entremetteurs. Et je pense à Patrick Roger, le chocolatier, qui, alors ce n'est pas le seul, je le sais, mais qui a planté lui aussi des noisetiers dans le sud de la France pour pouvoir avoir ses propres noisettes et faire son praliné. Parce qu'effectivement, il existe, nos voisins italiens produisent d'excellentes noisettes dans le Piémont, mais inévitablement, comme toute production, elle est limitée, donc tout le monde ne peut pas en avoir. Et donc Patrick Roger s'est dit à un moment donné, il faut que je puisse produire ma noisette, parce qu'on a aussi, et c'est ce qui est drôle, on se réapproprie. Vous avez la coudre, nous on a la noisette, vous avez la date, mais c'est aussi intéressant de se dire, on a ce produit-là, qu'est-ce qu'on peut en faire chez nous, parce que c'est notre patrimoine. Et je crois que ce sera l'un des mots assez forts de nos échanges, ce patrimoine-là, j'ai l'impression qu'on le redécouvre. Alors je ne sais pas si c'est le cas pour vous, Mayada, si vous le redécouvrez ou si justement vous voulez le conserver. En fait, quand l'Arabie Saoudite a ouvert pour le tourisme, ça a changé beaucoup. La ministre de la Culture là-bas, c'était il y a 4 ans, c'est ouvert. Nous, la commission, ça fait 3 ans. Avant, tous les
Et il y a 11 commissions. Il y a pour la musique, le film, les arts. Avant, il n'y avait pas ça. Et maintenant, on va étudier l'art, la musique dans l'école. Alors, ça a changé beaucoup, mais ça a ouvert nos yeux pour nos produits. We are traders. Traders? Commerçants at heart, à l'Arabie Saoudite. Alors, on prend tout de l'Asie et on le met là-bas, mais on n'avait pas vraiment réfléchi à ce qu'on a. Et maintenant, on commence à réfléchir, mais ce qu'on a, et même comme moi, saoudien, j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai découvert qu'à Riyad, il y a 2 heures par voiture, il y a des fermes de sel. On met de l'eau, il y a de l'eau dans le désert et ça vaporise, et on a de sel dans le désert. Et c'est très impressionnant. Et maintenant, on fait du caviar saoudien. On fait plein de produits maintenant. Mais c'est important de garder la culture, nos ingrédients qu'on ne peut pas trouver dans d'autres pays. Et on ne veut pas copier les autres, mais on veut voir qu'est-ce qu'on peut faire dans l'Arabie Saoudite. Et s'il y a les produits spéciaux des autres régions, on veut les importer. Et on veut aussi exporter nos produits qui sont meilleurs la qualité. Et comme ça, on va élever tous les restaurants, tous les producteurs, parce qu'on va avoir vraiment les meilleures qualités des produits pour tout le monde. Et on va manger mieux. Et c'est ça ce qu'on cherche en fait. Vous avez en Arabie Saoudite aussi de nombreux chefs, des chefs qui sont les ambassadeurs de vos produits et qui parlent justement de ces produits, qu'ils transforment, qu'ils font découvrir à leurs clients. On a beaucoup de chefs saoudiens très jeunes, en fait, qu'on a fait des stages et scholarships pour étudier la culinaire. Oui, c'était des ex-professeurs de droit, des ex-dentistes, parce qu'il n'y avait pas ça avant. On ne pouvait pas étudier la culinaire. La cuisine. Et maintenant, c'est comme un nouveau esprit. Il dit, oh, je veux faire ce que je voulais faire du début. Même si je suis un docteur, même si ils ont mis ça tout derrière eux, ils ont commencé dans la cuisine encore. Et maintenant, je vois, en fait, l'Arabie Saoudite, 70% sont jeunes, sont moins de 30 ans. Alors moi, je suis vieille. Mais c'est incroyable et tu vois l'énergie, tu vois comme ils vont dans la culture. Ils veulent être des chanteuses. Et pour nous, c'est un changement mais énorme. Et pour voir les chefs saoudiens, comment maintenant ils utilisent leur culture. Ils apprennent des techniques en France, ils reviennent et disent d'accord. Mais nous, on a le kléja, le biscuit saoudien que vous pouvez goûter là-bas. Vous êtes donné le numéro du stand pour qu'on puisse... C'est dans le premier, c'est quand tu entres le Hall 1, c'est juste devant toi. Ok. C'est Arabie Saoudite. Très bien. On ne peut pas le rater. Parce qu'on va aller découvrir les produits. C'est intéressant et même quand il y a des chefs Michelin avec 3 Michelin stars, 3 étoiles. 3 étoiles, ils sont venus en Arabie Saoudite, mais ils découvraient les choses. Ils me disent, mais Ada, je veux voir tous les street foods, je veux manger les produits. On a beaucoup de citron noir qu'on sèche, on l'appelle loumi. Et pour eux, on a comme ça. C'est normal, on cuisine tous avec ce citron. Et le chef pâtisserie qui est étoilé, il a dit, mais nous, on achète 1, 2. C'est incroyable de voir tout ça ici. Et tous les produits. Et moi, j'ai étudié au Cordon Bleu et j'ai travaillé à la Bastille Saint-Antoine, sud de la France, à Grasse. Ouais. Et j'étais là-bas, j'étais loin de mon pays pour étudier, pour savoir. Il me donnait des ingrédients et je regardais, ils me dit, oh, tu es saoudien, tu ne vas pas savoir ce que c'est. Et pour moi, c'est dans la maison de ma grand-mère et elle fait ça tous les jours. Et j'ai quitté la maison pour étudier ça dans un 3 Michelin, dans 2 Michelin. Et il faisait les pâtisseries. C'était un pearl de Japon. Et pour nous, ça s'appelle sagodana. Et ça, c'est comme un pot de caramel que vous faites en France. Mais pour nous, c'est un pot de ça. Et on met dans le frigo. Et j'ai dit, mais j'ai quitté mon pays pour venir étudier. Il me montre des ingrédients que j'ai chez moi, à la maison de ma grand-mère. Et je savais ça, mais j'ai pensé, mais ils ne savent rien de nos pays. Et c'est pour ça qu'on commence à introduire, parce qu'on a beaucoup d'ingrédients qui sont spéciaux, uniques, et on veut la créativité des autres. On veut savoir comment ils vont utiliser nos ingrédients. Parce que nous, on utilise dans un autre moyen, mais
on pense qu'ils vont expérimenter, ils vont élever les ingrédients et on a besoin des chefs pour faire ça. C'est de créativité qu'on a besoin pour faire du marketing aux produits. Vous avez des écoles de cuisine. Vous parlez de Ferrandi tout à l'heure qui va s'installer. Oui, Ferrandi va ouvrir à Al Ula et Cordon Bleu va ouvrir à Riyad. Et on a beaucoup des écoles de cuisine, mais affiliées au Swiss Hospitality en Suisse. Et ça commence à être plus en plus parce que la demande est plus en plus. Alexander, vous avez l'impression dans votre activité d'être aussi quelqu'un qui transmet les savoir-faire, de pérenniser quelque chose, à la fois les produits, les savoir-faire et l'activité? Ben moi, je suis une personne engagée. Je pense que c'est ça qui m'intéresse, de semer des choses. Et je pense que quand on sème des idées, ben, c'est pas nécessairement toi qui vas les récolter. Le plaisir, c'est de semer. Donc, je pense que l'important, c'est de regarder ce que nous, on peut faire pour les générations futures derrière tout ça. Et je pense que cette notion-là d'appropriation de l'alimentation, parce que finalement, quand on regarde au sein de nos sociétés, bien souvent, c'est alimenté. Ben, du moins, moi, je parle... C'est important, je parle du Québec, là. Je ne parle pas des autres pays, là, de ce qu'on connaît. On a été industrialisés, nous. On s'est servi, nous. Donc, ce plaisir-là de manger, cette culture-là du bon, elle reste vraiment à développer. Pas qu'elle n'est pas présente, on est des personnes très joyeuses, très accueillantes, mais au niveau de l'alimentation, il y a quelque chose qui manquait. Et cette notion-là d'identité, on commence juste à transmettre cette notion-là de joie de vivre, de plaisir et d'appropriation. On commence à la transmettre à l'alimentation de plus en plus. Puis, à la fin de la journée, tu sais, pendant longtemps, par exemple, on nous a dit, oui, le jambon pata negra, c'est extraordinaire. Nous, on va revisiter dans les archives, puis on se retrouve que dans les années 1700, bien, il y avait un port fameux dans une région qui s'appelle l'Anaudière, où les cochons avaient la particularité de manger des faines d'être qui leur donnaient un arôme de noisette. Donc, toutes les propriétés qu'on nous dit que c'est bon, bien, nous, c'était déjà développé. On nous annonce que la lentille, c'est une nouvelle légumineuse à cultiver, mais si on va voir dans les livres, on se rend compte que dans les années 1715, dans la région de Rimouski, dans une région super froide, on cultivait la lentille. Donc, ce travail-là de recherche est vraiment une excuse pour mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Et puis que tout le monde nous disait qu'on était une société qui était un peu arriérée au niveau de l'alimentation, on se rend compte que non. Il y a eu une perte de savoir-faire et de ce côté-là, une recette très familiale. Puis après ça, je vais passer la parole aux autres. Je veux pas allez-y, finissez, puis après on écoutera une affaire très intéressante, c'est qu'au Québec, quand on analyse vraiment cette recherche-là, on se rend compte qu'au contraire de l'Europe, on n'a pas de vraie recette. Nous, on n'a pas une vraie recette de ratatouille. On en a 50 000. On en a 50, on a autant parce que c'est une recette familiale. Donc, on n'a pas vraiment de tradition très carrée. On a une idée, par exemple, la tourtière, ben, c'est une recette où, dépendamment de la famille, si tu viens d'une famille de chasseurs, si tu vis près de la mer, si toi, ta grand-mère préférait le thym, ben, il y avait juste du thym. Donc, cette notion-là d'avoir quand même une idée conceptuelle, mais en même temps, on n'est pas rigide, comprenez-vous? Et moi, je trouve que c'est ça le futur aussi. On parle de biodiversité, ben, on devrait également parler d'une biodiversité, d'exécuter une recette. Ça va peut-être nous aider à chercher plus d'aliments. Mais c'est ce que disait Mayada tout à l'heure, hein, la transmission orale, c'est vrai que c'est bien, mais parfois, en fait, ça laisse perdre beaucoup de choses et puis on oublie certaines choses. Alors c'est vrai que l'écrit, ça permet de poser des bases et puis c'est toujours plaisant, vous avez raison. Moi, j'aime beaucoup feuilleter de vieux livres de cuisine et c'est vrai qu'on est toujours surpris de retrouver des choses en se disant « Oh, mais ça date de 2 siècles, 3 siècles, 4 siècles parfois pour certaines choses, certaines recettes. » Je pense à la pâtisserie française. Si on prend les oublis, la pâte à choux c'est du XVIIe siècle. C'est écrit dans des livres. Enfin, on les trouve facilement. Donc c'est assez rigolo de voir qu'aujourd'hui encore, on perpétue des recettes vraiment ancestrales, quoi. Vous riez beaucoup, Jérémy Tienne. Je vous laisse réagir parce que ça me fait plaisir de voir que visiblement vous prenez beaucoup de plaisir à écouter ce qui se dit. Oui, parce que je me retrouve dans beaucoup de choses. J'écoutais ce que disait Alexander
Alors, d'abord, ce qui m'a fait rire, c'est la lentille. Parce que nous, ici, la lentille, on connaît, on n'en manque pas. Et on a un président de région qui est très attaché à la lentille du Puy et qui est même une AOC maintenant. Donc, c'était une des raisons pour lesquelles je riais tout à l'heure. Non, surtout, ce que je trouve très intéressant, c'est cette volonté commune de raccrocher la jeunesse à l'alimentation comme un facteur d'identité. Il y a une forte pression sociétale aujourd'hui sur ces questions-là. Et on les voit revenir, je pensais au Salon de l'Agriculture. Quand on voit aujourd'hui les jeunes, 20, 30 ans, revenir sur les stands, revenir sur les stands qui sont liés au vin, qui sont liés à la charcuterie, qui sont liés au fromage, poser des questions, vouloir savoir comment c'est fait. Aujourd'hui, il y a ça, il y a cette question-là, il n'y a pas seulement la question de goûter et d'apprécier, il y a aussi la question comment vous travaillez. Moi, je ne suis pas, avant d'être élu ou responsable associatif, je suis viticulteur. Et donc, parler de mon travail aujourd'hui à des jeunes de 20 ou 30 ans, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Et quand je les vois venir sur nos domaines, quand je les vois venir sur nos exploitations, dans les magasins, et avoir ces questions-là, je pense qu'on a là atteint un des premiers objectifs, c'est de leur faire se réapproprier ce patrimoine gastronomique, culinaire, agricole. Voilà. Mais on voit ce qui est drôle, moi je vous prends maintenant beaucoup comme exemple Mayana, mais vous parliez de gens qui se reconvertissent et on voit que c'est devenu mondial en fait. C'est-à-dire que beaucoup de gens, souvent par la pression familiale, hein, par les parents qui vous disent, en France on dit passe ton bac d'abord, en tout cas aie un diplôme et ensuite on te laissera faire ce que tu veux faire. Et je crois que non, mais cette passion qui anime chacun, elle reprend le dessus. Et c'est extrêmement plaisant de vous entendre dire tous, enfin, surtout sur des pays à des distances qui sont comme très loin des nôtres, de voir que en fait on fonctionne tous pareil. C'est ce qui est émouvant, je trouve, c'est de voir qu'on est très rattachés les uns aux autres. Voilà. Alors que parfois on se regarde de haut ou de loin et on s'aperçoit que finalement on est très proche. Voilà. Et je trouve ça assez émouvant de vous entendre dire ça, parce que partout dans le monde, on a des gens qui reprennent leur vie en main et qui vont donner beaucoup de sens et transmettre quelque chose, s'installer, faire pérenniser, faire revivre. Ça, c'est beau, je trouve. Je crois aussi que le Covid, en fait, a changé beaucoup de gens. Ils ont dit assez, je ne veux pas travailler dans le bureau, je ne veux pas faire ça, je veux aller à quelque chose, je veux. Et il y a un sens de tranquillité et quand tu es producteur, quand tu es chef, tu fais quelque chose avec tes mains. Je crois que c'est le retour de faire quelque chose avec les mains, qu'on n'est plus aware about biodiversity, sustainability, et tous les jeunes veulent changer des choses, ils veulent contribuer, ils ne veulent pas s'asseoir dans un bureau et rien faire en fait de substance. Et c'est incroyable le changement qu'on a vu nous-mêmes dans la commission quand on a fait la stratégie dans le Covid en fait. Et après qu'on a terminé, le Covid a presque terminé, le private sector a changé beaucoup. Il y a beaucoup de choses qu'on a dit on va faire dans la stratégie. J'ai dit non, on va enlever parce que déjà, ils ont fait ça. Ils ont commencé. On va les aider. On va les donner les moyens, les tools, engager avec eux. Et pour moi, c'était incroyable parce que le changement, c'était dans 2 ans, mais très rapide. Et pour moi, c'est toujours incroyable de voir les jeunes et comment ils interactent avec la nourriture maintenant. Ils pensent plus, en fait, de ces effets que de qu'est-ce qu'ils vont laisser. Je trouve que là-dessus, ce qu'on ressent aussi, c'est ce sentiment, cette fierté d'appartenance à un territoire. Et c'est là où on rejoint finalement le propos de cette table ronde. C'est ça, c'est vous êtes très fiers de venir nous présenter vos produits qui font partie des richesses de ce patrimoine. Et c'est vrai que la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisqu'elle est représentée aujourd'hui avec Jérémy Etienne, fait partie d'une des plus grosses régions productrices, notamment de bovines, hein, je crois. Mais voilà, chaque région française a ses particularités. Et vous êtes en train de nous dire aussi que, au Québec, on avait oublié certaines choses, mais en fait, vous aussi, vous avez des territoires. Et ces territoires, ils méritent d'être remis en action, en activité, pour reproposer des produits qui le sont. Et on est tous assez fiers de ça. Et ça permet de pérenniser des choses. Et on oublie peut-être, comme vous le disiez pour commencer,
on s'intéresse d'abord à soi. En tout cas, on se dit, on va prendre soin de nous. Puis après, on va aussi regarder les autres et prendre soin des autres. Mais voilà, c'est un peu ça le concept. Vous savez, c'est drôle, hein, parce qu'on dit toujours, à la base, quand on retourne dans l'histoire, on dit toujours que c'est l'agriculture qui a créé les premières villes. Hein. Mais l'agriculture doit créer un pays avant de se sortir aussi. Parce que, tu sais, un local qui n'a pas d'identité, c'est l'outre-mer aussi. La journée, il y a comme un lien très fort. Tu sais, quand on regarde la pyramide de Maslow, oui, tu as l'amour, oui, tu as ci, mais l'alimentation. Donc, ce que tu manges est très, très, très important, mais aux choses aussi que tu as accès. Puis, le développement de... Parce que je trouve que la gastronomie est très, très, très élitiste. Mais si on regarde vraiment cette notion-là d'alimentation et de la gastronomie aussi, quand on développe, nous, on travaille beaucoup sur des systèmes d'alimentation durable au sein de villages où on met beaucoup des pratiques d'économie circulaire qui assurent qu'il y ait aussi un équilibre avec les personnes qui ont peut-être de la misère à se nourrir aussi. Ici, maintenant, on fait des développements où on tient compte. Je vous donne un exemple. Nous, dans notre partie du monde, aux alentours de 2010, c'était une personne sur 5 qui avait 65 ans et plus. Là, on est vraiment dans un processus de vieillissement accéléré de la population. Maintenant, c'est une personne sur 3 en 2030 qu'au Québec, on va avoir 65 ans et plus. Ces personnes-là, des fois, vont souffrir de dysphagie, vont avoir une mobilité réduite. Comment est-ce qu'on nourrit ces gens-là? Et non, pas comment est-ce qu'on les nourrit, comment est-ce qu'on les nourrit dignement, parce que c'est à cause d'eux aussi qu'on a ça. Donc, toute cette notion-là de territoire et d'alimentation a ce côté élitiste. Mais c'est pas élitiste de donner à manger à des gens de manière saine, mais aussi de répondre à leurs besoins. Donc, les besoins du futur pour l'autonomie alimentaire ou la souveraineté, c'est pas juste de vouloir faire les meilleurs produits. Tu sais, c'est subjectif. C'est subjectif. C'est pas vrai, ça. Tu sais, il y a comme quelque chose dans notre tête, cette perception-là, mais ce rapport-là. Il faut se concentrer sur les humains qui habitent sur un territoire et vouloir non seulement leur rendre plaisir, mais les ressourcer. C'est ça, la restauration, c'est restaurer quelqu'un, puis il faut revenir à cette base-là, selon nous. Moi, je ne dirai pas mot après ça. Je trouve que c'est une belle conclusion. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour clore ces échanges, puisqu'on a, on a atteint le temps qui nous était imparti? Non, c'était génial, mais franchement, j'étais plaisir d'être là. C'est en fait pour nous, le nourriture, c'est comment, how we consume culture, en fait. Et ça, c'est une fierté pour tous les pays. Et quand on a fait la codification dans les recettes de l'Arabie Saoudite, avec tous les gens qui ont venu et passé, ils ont passé leur culture. Alors, on a plein de recettes qui datent au Égypte, datent au Afrique, datent au Asie. On a des dumplings et c'est cette culture de partager, en fait, que c'est incroyable qu'on doit toujours faire. Merci beaucoup, Mayada. Merci à tous les trois d'être venus échanger sur cette question de l'alimentation et du territoire. Je veux bien que vous applaudissiez chaleureusement nos trois intervenants. Mayada Abdar, donc présidente de la commission des arts culinaires d'Arabie Saoudite. Jérémy Tienne, conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes et président d'Auvergne-Rhône-Alpes gourmande. Et enfin, Alexander Cruz, stratège d'affaires senior et cofondateur de l'école B à Montréal. Merci de votre attention. Merci à toute l'équipe technique qui a assuré la production de cette journée. Vous retrouverez cette scène demain. Et quant à moi, je vous reverrai ici même lundi. Et demain, j'animerai le trophée du maître d'hôtel pour ceux que ça intéresse. Je vous souhaite une belle soirée à toutes et à tous. Busy